Hi guys, c'est parti pour la review des épisodes 14 et 15 de Vikings. Et ouais, je sais, je parle du nez, c'est normal, je suis enrhumée, voilà, au meilleur moment de l'année quand il faut faire la fête et que c'est le nouvel an, c'est chouette. On va commencer par la partie la plus courte et celle-ci concerne donc Floki. Floki qui va donc voir le fantôme de Torun. Torun qui va donc lui expliquer ce qui s'est passé. Cette dernière a été piégée et s'est fait tuer par le frère d'Helgi qui disait que de toute façon c'était une sorcière et que par conséquent son enfant ne devait pas naître. Alors on s'en doute direct quand même que c'est le fantôme de Torun parce que bon, elle apparaît quand même très lumineuse, très propre sur elle pour quelqu'un qui normalement est dans la boue et tout. Enfin en plus, bon, tout le monde disait sur Viper c'est quand même compliqué, surtout en plus elle est enceinte. Il y avait un espèce de côté un petit peu mystique et donc on comprenait assez vite que c'était le fantôme de Torun et donc Floki qui est forcément affligé et comme il disait, cet enfant c'était censé être l'enfant qui allait lier tous les clans en fait, qui allait vraiment souder la communauté, c'était la solution à tous les problèmes qu'il y avait pour terminer ce cercle vicieux de vengeance. Et le fait que Torun et son fils meurent, voilà, il n'y a plus rien qui lie tous ces clans et ça peut encore exploser à l'infini. Torun va donc lui montrer où est-ce qu'elle a été enterrée, parce qu'en plus c'était déjà prévu à l'avance, et Floki va donc montrer aux autres où est-ce qu'elle a été enterrée. Alors je me suis demandé pendant un moment, je me suis dit mais ça se trouve en fait il y a personne qui va croire, ils vont dire que c'est lui qui l'a tué. D'autant plus qu'à l'épisode d'avant j'ai l'impression qu'on essayait de nous faire croire que ça pouvait être Floki qui l'avait tué. Je me suis dit ça se trouve tout le monde va croire que c'est lui, ils vont tous se rebeller contre lui, etc. Au final, Helgi savait très bien que c'était son frère, enfin voilà, dès qu'il se dit il y a quelqu'un qui l'a tué, si c'est pas Eyvind, si c'est pas Floki, voilà on sait qui c'est. Je dis bon ok. J'avoue que quand on voit le visage de Torun dans la terre, ça fait vachement flipper, très mal au cœur pour elle, puis sa famille qui est complètement dépitée, enfin c'est assez horrible comme vision quand même. Et Floki qui va donc prendre la décision de bannir la famille d'Eyvind pour mettre fin à ce cercle vicieux de vengeance, qu'à chaque fois il y en a un qui fait un truc, l'autre se venge. C'est clairement cette famille-là qui a envenimé les choses, et donc Floki dit qu'il y en a marre. Eyvind qui comprend pas, il se dit mais c'est pas à Floki de décider, puisque normalement tout le monde était censé être égal, mais Floki se rend compte effectivement qu'il faut au bout d'un moment quelqu'un qui décide, c'est-à-dire qu'il a fait de son mieux pour que tous les gens soient égaux, sauf qu'en fait il se rend compte que ce genre de civilisation pour le moment ça ne marche pas, et surtout quand on a vraiment un verre dans la pomme qui n'est pas du tout enclin à partager le pouvoir avec d'autres personnes et qui veut faire tout simplement ce qu'il veut, quitte à créer le malheur et enchaîner justement toute une suite de drames. En tout cas ils sont bannis de cet endroit là, mais ils restent quand même en Islande, donc on peut partir du principe qu'effectivement un jour ils peuvent revenir et encore une fois se venger, mais de façon beaucoup plus fulgurante. D'ailleurs ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que Floki a quand même décidé de bannir également Helgi qui pourtant était assez gentil et tout ça, mais voilà, je pense que Floki en avait tellement marre, il s'est dit bon toute cette famille c'est même plus la peine. Du côté d'Ivar, on a donc la cérémonie un petit peu spéciale où donc Ivar va effectivement, comme je vous en avais parlé, aller donc tuer une femme qui ressemblait à Lagertha pour voilà faire un petit message symbolique aux gens, oh regardez j'ai tué Lagertha qui a tué ma mère, la grande guerrière Lagertha, etc. Donc c'est un message fort pour faire peur aux gens puisque Ivar fait vraiment le règne par la terreur, et d'ailleurs on le voit, c'est un règne par la terreur, et quand on fait ça, forcément ça provoque un sacré vent de rébellion. D'ailleurs certains vont se rebeller, et Ivar va vouloir faire un petit peu celui qui est clément alors qu'on le connaît, quand il fait comme s'il était clément, mais en gros c'est vous allez dire que je suis génial et tout alors que je fais des trucs totalement dégueulasses et tout, je suis un vrai tyran, en échange je vous laisse la vie, voilà. Enfin oui évidemment que les gens vont pas accepter, il se fait cracher dans la figure, bon ça c'était totalement prévisible. Et puis certaines personnes lors de la cérémonie ne sont pas dupes. Alors j'ose espérer qu'il y a quand même encore d'autres rebelles, mais justement par rapport à ce qui s'est passé se cachent et qui complotent vraiment dans leur coin, et on a vraiment cette relation entre Ivar et Hvitserk qui commence à être explosif. Ça explose très clairement maintenant, voilà, ça va plus du tout. Hvitserk va donc se confier à une nouvelle jeune femme. Alors, de toute façon, un des fils de Ragnar, à ils trouvent des filles comme ça à chaque fois. Elles viennent vers eux carrément, c'est les beaux gosses du coin. Et il va confier à cette femme qu'il a quand même quelques regrets d'avoir trahi Ubbe. Alors Ubbe quand même, il était un petit peu spécial avec Hvitserk, il prenait un peu pour son chien, enfin voilà, c'était un peu, il suivait comme son ombre. Et Hvitserk avait envie de se détacher de tout ça, elle avait envie d'être un peu plus indépendant, et donc va suivre Ivar qui lui s'amuse à l'humilier. D'ailleurs Hvitserk va le remettre très clairement à sa place et va oser quelque chose qui, je pensais, allait mettre très en colère Ivar, c'est-à-dire dire que déjà la personne qui a été tuée lors de la cérémonie ça n'est pas du tout Lagertha, et de deux qu'il n'est pas un dieu. Hvitserk se doute bien forcément que c'est l'enfant que porte Freddy, ce n'est pas le sien je pense, donc je sais pas ce qu'il va essayer de faire derrière, mais je pense qu'il va s'agir quand même d'essayer
prouver ça. Vitserk va aller voir le voyant parce qu'il se dit si je suis resté là, c'est parce qu'il y avait une raison, j'ai senti que les dieux voulaient que je reste là. Quand j'ai sauté du bateau et que j'ai quitté Oubé pour aller avec Ivar, j'ai senti que c'était ce que je devais faire, mais maintenant je me pose la question, bah ouais, il voulait que je fasse ça, mais en fait pourquoi? Parce que pour l'instant je vois pas intérêt, par m'en prendre plein la gueule et me faire humilier par mon frère, je sais pas à quoi je sers, parce que je sers clairement à rien en ce moment, donc pourquoi je suis là? Le voyant lui répond donc qu'il va accomplir quelque chose que personne n'a fait avant lui. Alors est-ce qu'il s'agit de conquérir de nouvelles terres? Est-ce qu'il s'agit peut-être d'avoir un règne qui va durer beaucoup plus longtemps que les autres, ou je sais pas, d'être peut-être plus respecté que les autres, je sais pas ce qui va se passer, peut-être de renverser quelqu'un de très important. Ça peut être pas mal de choses. Je pense que quand on parle d'accomplir des choses à cette époque-là, c'est surtout de faire des grandes choses et donc conquérir d'autres lieux ou de découvrir d'autres lieux, pourquoi pas. En tout cas, le voyant est très mal en point et on voit qu'il va passer l'arme à gauche dans pas très longtemps. Le mec, il a un PLS total, ça le fait pas. Puis malheureusement, Vitserk a des réponses un petit peu partielles. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit encore rester là. Alors pourquoi devrait-il encore rester là? Simplement pour attendre son frère Björn qui va donc renverser, ou du moins essayer de renverser Ivar. Je pense que c'est ça. Je pense que comme je l'avais dit, je maintiens ça, que Vitserk va rester un petit peu, va être un petit peu l'espion dans Kattegat qui va donc aider Björn. D'ailleurs, on voit à la fin que l'épisode 15, alors quand on voit que tout le monde adule Ivar, tout le monde dit « Oh, le dieu Ivar, le dieu Ivar », bon voilà, il en a clairement marre, parce qu'en fait, il pensait quand même qu'il y avait, la plupart des gens étaient un minimum intelligents, mais en fait, il se rend compte qu'ils sont tous fait laver le cerveau par Ivar et qu'ils le prennent vraiment pour un dieu, et donc à ce moment-là, Vitserk peut plus faire grand-chose que de demander de l'aide extérieure. Ivar va à son tour aller voir le voyant, et là, il s'est passé ce que je me doutais absolument, je vois pas comment ça pourrait être autre chose, c'est de faire comprendre à Ivar que ça n'est pas un dieu, et qu'en plus, il y a quelqu'un qui est totalement en train de se jouer de lui. J'ai bien aimé parce qu'on a un Ivar qui est totalement imbu de sa personne, ça change pas, oui, je suis un dieu, vous l'avez toujours su, pourquoi vous l'avez pas dit? Et là, il fait, mais enfin... T'es fou toi ou quoi? T'es un malade dans ta tête ou ça se passe comment? Genre le voyant c'est en mode... Qu'est-ce qu'il raconte lui? Enfin, je suis en PLS là, pourquoi tu me déranges pour me raconter des bêtises en fait? En plus, il dit que son chemin est souillé de saleté et d'ordures. Alors, est-ce que c'est justement pour dire bah oui, mais si t'en es arrivé là, c'est quand même t'as fait de sacrées crasses avant, ou justement parce que peut-être que son chemin, ça va vraiment être n'importe quoi et qu'il va peut-être devenir soit de pire en pire, soit qu'il va lui arriver des choses assez terribles. Et quand on connaît la fin de la vie d'Ivar et comment il meurt, on se dit le pauvre, ouais, il lui attend pas des choses très très sympas. Au contact d'Ivar, le voyant voit donc sa mort arriver, il sait donc que c'est Ivar qui va le tuer, c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend crier no, voilà, moi il a vraiment fallu que je fasse arrêt sur image pour que je puisse voir les images, sinon je voyais que dalle en fait, et on le voit effectivement se faire brûler, etc. Donc il sait à ce moment-là effectivement qu'il va se faire tuer par Ivar qui le tue. Alors je pense d'une part parce qu'il avait dit justement faut qu'on tue quelqu'un dont les dieux ont déjà entendu parler, donc quelqu'un qui est quand même assez proche des dieux, parce que comme il se considère comme un dieu, il faut un sacrifice qui soit à la hauteur, et donc la personne qui ressemblait à Lagartha, c'était justement pour faire peur aux habitants, mais le vrai meurtre restait quand même celui du voyant, parce que c'était celui qui avait un impact par rapport aux dieux, et puis en plus qui plus est, on se rend bien compte dans l'épisode 15 que Ivar ne veut pas que le peuple sache qu'il a tué le voyant, parce que c'est quand même pas n'importe qui, ça risque d'effrayer pas mal de monde, et surtout voilà, on est clairement sur un sacrilège. Et d'autre part, il le tue aussi par colère, enfin il le tue assez froidement, parce qu'il lui fait comprendre que c'est pas un dieu, et qu'il y a un ver dans la pomme, un serpent qui est en train de lui embrouiller le cerveau, et donc forcément, je pense que de toute façon, Ivar n'est pas bête, et qu'il a bien compris qu'il s'agissait de sa femme, et que pour l'instant, on doit pas trop se méfier, mais que ça peut arriver au fur et à mesure. En fait, il est tellement omnubilé par l'amour, d'ailleurs il le dit à Freddy, il dit jusque là j'ai toujours pensé qu'il y avait que ma mère qui pouvait m'aimer, enfin qu'il y avait que ma mère qui m'avait vraiment aimé dans toute ma vie, parce que justement il racontait l'histoire de Ragnar qu'il avait abandonné parce qu'il était infirme et tout ça, enfin voilà, c'est ce genre d'histoire qu'on lui a raconté, c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées. Ses frères avec qui ça a toujours été un petit peu conflictuel, donc il considère qu'il n'y a que sa mère et Freddy qui l'ont vraiment aimé, donc c'est pour ça qu'il est vraiment autant attaché à elle, et donc même si le voyant lui dit des choses, parce que le voyant c'est quand même la personne la plus crédible, il y croit pas trop. Du moins, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, Ivar va donc tuer le voyant, va donc ensuite le brûler et l'enterrer pour que personne ne puisse le retrouver. Et Vitserk, c'est quand même bizarre. En plus, à un moment donné où il a besoin d'énormément de questions, comme par hasard, le voyant disparaît, et puis en plus, trace de sang, enfin voilà, le mec qui... C'est clairement pas un nettoyeur comme dans les films, un mec qui tue quelqu'un et il laisse
je le sens par terre, enfin, super, toutes les preuves sont là. Et il va encore de façon très désinvolte, non, je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas, et il va faire croire au peuple qu'il va chercher justement la personne qui a fait disparaître le voyant. Avouer qu'il l'a tué, c'est totalement inadmissible, et là on serait sur un vent de rébellion qui serait juste terrible. Du côté d'Harald, Harald se prépare à attaquer le Wessex avec le Jarl Olafsson, sa femme et tout un tas de personnes. Et j'aime bien parce que en fait, c'est le truc, ça m'a trop fait rigoler parce qu'ils sont donc sur le Drakkar. Et puis il dit comme ça en fait, au fait, il y a quelque chose que je devrais savoir par rapport au Wessex et tout. Enfin, je veux dire, déjà tu poses pas la question avant. Enfin, je sais pas, ça fait... Vous avez passé plusieurs jours, voire peut-être plusieurs mois ensemble. C'est vrai qu'au niveau du temps, j'ai un petit peu du mal à me situer, mais dans Vikings, c'est toujours un peu comme ça. Je me dis, bah, enfin, tu peux pas demander avant. Et puis l'autre, ah bah au fait, Lagertha, Bjorn et Ube sont là-bas. Enfin, tu dis ça maintenant, je veux dire, ils arrivent là-bas, enfin, tu peux pas le dire avant en fait, je comprends pas. Le mec, il aurait le temps de se préparer, enfin voilà, enfin, ça change beaucoup de choses. Du coup, ils savent, et ils connaissent un petit peu à l'avance votre stratégie, votre façon de vous battre, donc forcément, c'est un gros désavantage. Donc pourquoi tu lui dis pas avant en fait, il y a un délire. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas cohérent. Et après, petit moment d'incompréhension, j'ai pas trop compris le délire, j'ai l'impression que la femme du Jarl, elle est en train de draguer Harald. Harald, donc, il parle d'Astrid et tout ça, surtout en plus qu'il a des raisons de détester Lagertha, vraiment de la haïr parce qu'elle a tué sa femme, et donc en disant oui, je ne retrouverai plus l'amour, etc. Puis il y a la femme du Jarl qui dit oui, mais je le sens dans les entrailles que ça va arriver, puis il se regarde bizarrement, puis il y a 2 fois comme ça où je sais pas, il y a une espèce de quiproquo amoureux, je sais pas, c'est bizarre, en tout cas, laisse comprendre qu'elle le laisse pas indifférent, même le Jarl il est comme ça en mode fais gaffe toi, je te surveille, c'est trop chelou le truc. En tout cas, j'aime bien la femme du Jarl, je trouve, je sais pas, elle est imposante, elle fait vraiment, ouais, Valkyrie, guerrière et tout, donc j'aime bien le style. Apparemment, on va la revoir pas mal de fois et tout dans les prochains épisodes, donc je trouve ça assez intéressant de voir comment ça va évoluer, que ce soit par rapport à Bjorn ou par rapport à Harald, ça peut être vraiment intéressant. De son côté, Magnus se présente à sa famille qui ne l'accueille pas du tout les bras ouverts. On va dire, oh là là, on attend depuis longtemps le fils de Ragnar caché, nanana, avec la reine cotrice. Bah non, pas du tout, en fait, Lagertha, sans doute, elle y croit moyen, voire pas du tout. Enfin, c'est bizarre, parce que moi, on m'a raconté que genre la reine, elle lui avait pissé dessus, donc c'est bizarre, et puis pareil, on m'a raconté la même chose à Obé, donc il y a personne vraiment qui croit. Après, effectivement, c'est vrai que si Ragnar avait eu des enfants, certainement d'ailleurs qu'il en a eu d'autres, mais je veux dire, il s'en serait certainement pas vanté, ça c'est sûr, sachant les caractères de Lagertha et d'Aslo, c'est pas vraiment le bon bail. Néanmoins, comme j'avais dit, Ragnar l'aurait dit à ses fils, et en plus, il n'aurait pas laissé son fils comme ça dans la nature à galérer comme pas possible. Son sang, c'est quand même très très important, donc même si c'est avec la dernière des timbrés, ça reste quand même son enfant, donc il l'aurait pas laissé partir comme ça. Donc Lagertha et Ube n'y croient pas du tout, normal, et bien on est toujours ah bah oui mais c'est possible, moi j'y crois, pourquoi encore? Qu'est-ce qu'on s'en fiche, parce que au final, quand Magnus va lui faire comprendre qu'il a vraiment pas envie qu'ils se battent pour le Wessex, Bjorn s'en va avec son cheval, en fait je m'en fous, enfin voilà, c'est genre je fais tout un truc, oulala c'est mon frère et tout, je le protège, et puis au final, il me dit des trucs mais je m'en balance total. Et d'ailleurs on voit quand même que Bjorn a beaucoup de rancœur envers Ube parce qu'il s'est fait baptiser, alors que normalement Bjorn dans la vraie vie c'était quelqu'un qui était très tolérant avec les chrétiens, etc. Donc je comprends pas pourquoi on est parti sur un autre terrain, pourquoi pas à la limite c'est un intérêt derrière, mais pour l'instant Bjorn, c'est que dans l'épisode suivant il va forcément être beaucoup plus intéressant et même central, mais là jusqu'ici toute cette deuxième partie de saison, Casper, il sert à rien, il est juste énervant, donc j'ai hâte qu'on retrouve le personnage qu'on aime beaucoup, qui est charismatique, qui est un vrai guerrier, qui fait des choses vraiment intéressantes. Donc là, à part râler dans son coin, et faire la tête, même à la fin de l'épisode 15 aussi, il fait la gueule, au dernier moment, enfin, fait quelque chose quoi, c'est pas possible. Magnus est vexé, Magnus il boude, et du coup, il va se mettre aux côtés d'Harald. En plus, le mec, il arrive comme ça, donc forcément, il se fait capturer, parce que voilà, le mec, ça se voit clairement qu'il est anglais, enfin, il le porte sur sa tête. Harald va discuter donc avec lui, va se rendre compte que finalement Magnus c'est quand même énormément imprégné de la culture viking. Là, lui, dans sa tête, c'est vraiment le fils de Ragnar. C'est surtout en fait parce qu'il a envie d'y croire, il a envie de croire qu'il est spécial, il a grandi quand même avec Alfred et tout, donc pendant tout un tas d'années, on lui a fait croire qu'il était spécial, et du jour au lendemain, Aethelwulf donc le met à la porte sur les ordres d'Egbert, et donc il devient totalement, un vagabond, va survivre comme il peut, dans la pauvreté, alors qu'on lui a fait croire pendant tant de temps que c'était quelqu'un de spécial. Donc forcément, il s'est recréé un petit peu ça. Je sais pas si c'est volontaire
volontaire ou pas, en tout cas en s'imaginant que Ragnar était vraiment son père. Et donc c'est effectivement imprégné de la culture viking. Il a appris à se battre, il s'est imprégné de la culture, il a appris à parler leur langue. Donc voilà, clairement il peut aller vivre maintenant là-bas. Il peut quand même s'intégrer facilement avec les vikings et d'ailleurs il y arrive très bien. Et d'ailleurs Harald trouve ça assez drôle d'ailleurs que ce soit encore un fils de Ragnar, pourquoi pas, et donc l'accepte à ses côtés. Surtout qu'on a même l'impression que Magnus, plus que les autres, a un discours anti-chrétien qui est vraiment très très violent, très très virulent, donc aussi au final il est peut-être même plus viking que tous les autres. La guerre est en préparation et donc Ubbe va quand même aller voir Harald, mais bon on se rend compte par la suite qu'il s'agit d'un stratagème pour pouvoir faire avancer l'armée vers une sorte de diversion. Ubbe va être quand même bien accueilli dans le camp d'Harald parce que bon ça reste quand même un viking, même s'ils sont pas du même côté, il y a quand même des bons souvenirs qui sont créés entre un tas de personnes, donc il est quand même assez acclamé quand il arrive. Harald est même content de le voir, donc c'est vrai que c'est assez marrant comme ça de se dire qu'il y a des rivalités et en même temps les gens peuvent quand même se respecter. Ça va durer jusqu'au moment où Ubbe va quand même apprendre à Harald qui s'est fait baptiser et là ça va pas du tout passer. En tout cas Harald qui était potentiellement prêt à accepter un compromis, c'est-à-dire que comme il disait lui il avait besoin de richesse pour pouvoir aller justement conquérir de nouveaux territoires et puis devenir roi de la Norvège, et donc forcément ne pas avoir à se battre et avoir directement ce qu'il voulait, ça aurait été quand même beaucoup plus simple, en plus de ne pas avoir à perdre des gens, etc. Ça aurait pu être pas mal, quitte après revenir avec plus de monde et vraiment attaquer le Wessex. C'était une option qui était pas forcément écartée. Donc il y réfléchit et se rend compte que finalement Ubbe ne viendra pas puisque le roi fait donc partie de l'armée, ce qui veut dire que Ubbe n'a pas eu à retourner dans le château pour aller voir le roi et donc discuter du compromis, puisque de toute façon le roi est déjà venu, donc ce qui veut dire que de toute façon la guerre était déjà enclenchée quoi qu'il arrive. Alfred s'assure quand même de la loyauté des Vikings et surtout d'Ubbe parce que on voit vraiment qu'il commence à avoir un vrai lien de fraternité et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors après c'est sûr que c'est un petit peu du déjà vu parce que on a vu Ragnar et Athelstan mais c'est encore différent, je sais pas, je trouve pas que c'est du copier-coller. Alors effectivement par contre le côté Alfred Athelred ça fait vraiment Ragnar Rollo, là je trouve que c'est vraiment du copier-coller, mais c'est du copier-coller alors beaucoup moins intéressant parce que Athelred vraiment clairement on s'en balance, c'est-à-dire le mec demain il est plus là, on s'en fout total. Ubbe va vraiment lui confirmer qu'il peut lui faire confiance et j'aime bien le moment où on a Alfred qui s'approche de Björn. J'aime bien parce qu'en plus Alfred il est quand même assez timide, assez renfermé et tout, enfin pour le moment. Et on a Björn qui est très sûr de lui, qui est un guerrier, qui est un peu bourru et tout. Cette espèce de confrontation entre les deux, j'ai trouvé ça assez rigolo. Il me dit mais quoi, qu'est-ce que tu veux? Puis il est gêné, Björn, mais pourquoi il me scrute comme ça, lui qu'est-ce qu'il me veut? Et Alfred qui va donc revenir avec les cheveux coupés. Alors je vous jure que au début, j'ai pas reconnu que c'était Alfred en fait. Je me dis mais c'est pas le mec qu'on voit dans le trailer, je sais pas quoi, j'avais pas du tout reconnu. Après je me dis c'est Alfred en fait, mais en fait, il suffit juste de lui couper les cheveux et puis lui mettre une petite barbichette et une moustache. Puis ça y est, le mec on le reconnaît plus quoi, c'est fou. Mais j'ai bien aimé ce petit moment, c'était très rigolo. Pendant ce temps-là, les complotistes se réunissent et donc Athelred va valider le plan qui est donc d'assassiner les Vikings et surtout le roi Alfred afin qu'Athelred puisse monter sur le trône. Alors justement, dès qu'il entend vous serez le roi du Wessex, vous serez le roi des rois, c'est là qu'il accepte en fait. Je pense que là, c'était juste une question de pouvoir et puis surtout ce que disent les complotistes, c'est on va faire ce qui aurait dû déjà être le cas, c'est-à-dire que Athelred aurait effectivement dû être le roi du Wessex à la place de Alfred. Et on se rappelle bien quand même que Athelred en veut à sa mère d'avoir fait en sorte que justement ce soit son frère qui monte sur le trône et pas lui, mais il s'agissait du choix de son grand-père et donc tout le monde a eu à le respecter. Alors que le plan du complot est sur le point d'être exécuté, ce que j'ai bien aimé c'est quand même la vigilance des Vikings et surtout la façon dont ils arrivent à savoir qu'il y a quelque chose qui va pas. On les voit regarder, il y a vraiment une grosse tension, est-ce que ça va se passer ou ça va pas se passer? Personnellement j'avais l'impression que ça allait pas arriver, enfin voilà, qu'il y avait forcément un truc qui allait empêcher ça, je sais pas, quelqu'un qui arrive au dernier moment ou un truc comme ça. Lagertha, Björn et Ubbe qui regardent comme ça du coin de l'œil, enfin Torvi aussi, qui disent il y a un truc qui va pas, est-ce qu'ils vont les attaquer ou quoi? On le sent en fait qu'ils ont compris qu'ils allaient attaquer en fait, du coup les surveillent, ils regardent vraiment très noir. Je suis même choquée d'ailleurs qu'ils en aient pas parlé par la suite parce que la façon dont ça a l'air évident pour eux qu'il va se passer quelque chose, je me suis dit mais vous en avez pas en parlé entre vous par la suite, justement? Non, mais en fait non. Et Athelred va finalement avoir des remords, ne va pas vouloir tuer son frère à ce moment-là, puisque Alfred lui a fait comprendre qu'il croyait en lui et qu'il l'aimait. Faut croire que Athelred a un petit cœur, mais est-ce que ça va durer longtemps? Je sais pas, on verra par la suite. J'ai été étonnée aussi de la relation entre Alfred et Hellswith, parce que je pensais qu'en fait Hellswith, vu qu'elle avait couché avec Björn, elle était amoureuse de Björn et que du coup elle s'en foutait d'Alfred, puisqu'Alfred n'avait pas non plus trop l'air de s'intéresser à elle. Au final,
elle a l'air vachement triste de le laisser partir, elle a l'air de tenir à lui, donc au final il y a vraiment peut-être une relation amoureuse entre les deux, ou alors c'est juste parce qu'ils ont l'habitude de cohabiter ensemble, donc du coup ils s'attachent, enfin comme c'est le cas pour un tas de couples royaux. Et Alfred, comme je vous l'avais dit, pour moi ça va être le personnage le plus intéressant de cette saison, et franchement, très honnêtement, ça devient plus en plus mon personnage favori, enfin il est dans mon top personnage favori très clairement. En tout cas sur ces 2 épisodes là, c'est mon personnage favori très clairement. J'ai aimé vraiment son évolution, je trouve que voilà, des fois les personnages ils sont leur évolution un petit peu brute, et voilà on comprend pas trop, ça a ni queue ni tête. Et là ça s'est fait en douceur, voilà, il y avait ce petit côté Athelstan et tout ça, ouais un peu comme Athelstan mais encore de façon différente, c'est-à-dire voilà, ce côté un petit peu candide, un peu gentil, qui veut essayer de faire à sa façon mais qui comprend qu'au final il a pas trop le choix que de suivre un petit peu les codes, il a pas trop le choix que de se protéger, donc de faire forcément des choses qui sont pas très très cool, il doit forcément montrer son autorité et se faire respecter, et donc bah il peut pas faire ça s'il est tout gentil, s'il est tout mignon. Forcément avec l'âge il va apprendre pas mal de choses. On a aussi sa mère Judith qui derrière quand même, c'est pas n'importe qui, elle a quand même été aux côtés du pouvoir pendant très longtemps, donc elle sait de quoi elle parle et justement elle est très très bien pour les conseiller. Et en plus c'est l'influence d'Oubé qui va quand même être, étant un viking, étant un guerrier etc, va lui apporter ce côté un peu homme, un peu combattant et tout ça, qui justement ne va pas s'enfuir face à l'adversité, donc j'aime vraiment beaucoup ce duo. Comme je disais, voilà, ça fait penser à Ragnar Athelstan mais c'est pas du tout pareil. Oubé qui va donc l'apprendre à se battre, en plus Oubé qui a pas du tout une façon conventionnelle d'apprendre à se battre, hein. C'est-à-dire il lui lance une hache dans la figure, enfin voilà, il peut très bien mourir sur le coup, enfin, c'est totalement dangereux, il le fait quand même, et même d'ailleurs les gardes sont outrés, voilà, qu'est-ce qui se passe, il va l'attaquer Oubé, il pense qu'il va le trahir, et Oubé d'ailleurs, on sent vraiment que jamais il va le trahir, enfin je veux dire, il a été baptisé d'ailleurs, ça le dérange vite fait, mais pas plus que ça, t'as envie de lui prendre son bracelet, il dit non, enfin voilà, il a l'impression qu'il ça va, puis il devient vraiment chrétien, et même face à Björn et tout le monde, il montre vraiment que jamais il le trahira, et même quand Alfred lui pose la question, il dit est-ce que t'es vraiment avec moi, c'est limite s'il est pas outré, donc je pense qu'il y a une sincère amitié vraiment entre ces 2 personnages, et que ça peut donner des choses très très intéressantes, et notamment le fait que par la suite Alfred apprenne de la part de Judith que Athelred est le leader de ce complot pour le tuer. Si jamais Athelred venait à disparaître, ou de toute façon il va forcément avoir conflit entre les 2 personnages, qui c'est qui va rester conseiller étant donné qu'Aemon est mort, ça va être Oubé, la personne la plus proche de lui maintenant je pense, et donc du coup, sachant qu'en plus Oubé aura certainement une terre d'Estangli et tout ça, il va donc rester dans le coin pendant très longtemps, voire peut-être tout le temps, donc ça peut donner quelque chose d'assez chouette. Donc Alfred qui devient un personnage imposant, qui devient de plus en plus intéressant, j'aime le fond du personnage, j'aime comment il s'affirme, j'aime beaucoup de choses, et vraiment dans tous ces derniers épisodes il est extrêmement bien mis en avant, il est extrêmement bien mis en lumière par rapport aux autres personnages qui, plus ça va, plus commence à se ternir, notamment Lagertha, Björn, etc. Mais lui c'est celui qui brille le plus en ce moment, et même les plans les plus fins, les plus intéressants, je trouve que c'est lui qui est là, notamment le plan où on le voit justement côte à côte avec son frère qui se prépare pour partir. Je sais pas, il y avait un côté imposant, on voit que c'est devenu un homme et qu'il sait ce qu'il veut, il sait comment maintenant se faire respecter, et je trouve ça vraiment chouette. Lord Kyneheard se fait donc arrêter pour trahison, hein. D'ailleurs Alfred ne sourcille pas du tout, il n'a pas d'hésitation, enfin voilà, maintenant très clairement on veut sa peau, merci, au revoir. Et donc pendant son absence ça va être Judith qui va donc régner, Judith qui reprend le pouvoir, Judith qui est un personnage qui est très 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 spécial mais qui est aussi intéressant, et je suis contente de l'avoir un peu plus mise en avant, surtout que là les personnages féminins très clairement on a fait un peu n'importe quoi, elles sont totalement effacées depuis de nombreux épisodes. Je veux dire Astrid elle est morte, bon bah Aslo ça fait un moment qu'elle est morte, Lagertha à part son histoire d'amour, je sais pas à quoi elle sert, Torvi transparente, je pensais au moins que le père de l'actrice allait quand même faire quelque chose avec son personnage, mais en fait il est toujours pas décidé, donc ça sert à rien, et donc Judith était totalement effacée puisque son fils a pris le pouvoir. Donc là le fait que Alfred ne soit pas là, Judith va pouvoir être mise en avant, et là on retrouve une Judith qui n'a pas froid aux yeux, qui est prête à tout telle une louve pour protéger vraiment son fils. Là on touche à la chair de sa chair, et donc ça rigole pas du tout, et elle va donc être prête à torturer un seigneur s'il le faut pour savoir qui complote contre son fils afin que celui-ci ne soit pas tué. Elle fait un petit peu la lady, en même temps elle fait un petit peu personnage assez sadique qui est vraiment prêt à tout, c'est sa part d'obscurité, ça va vraiment payer puisqu'elle va obtenir les noms, donc la révélation forcément va être d'autant plus surprenante. On apprend que le plan de cette guerre, toute cette stratégie de guerre est mise en place par Oubé, donc c'est dire
perd vraiment la confiance que place Alfred en Ube, quand même, c'est quand même pas rien. Ça aurait pu être Ethelred qui aurait fait justement tous les plans stratégiques et tout, mais non, c'est Ube qui fait d'ailleurs, qui utilise d'ailleurs la catapulte française pour mettre à mal les ennemis, donc c'est quand même assez intéressant. Certainement par tout ce qu'on racontait, je pense Floki surtout et aussi Ragnar, donc c'est intéressant de voir comment Ube il arrive à s'imprégner de toutes ces choses-là, c'est vraiment intéressant. Il pourrait potentiellement être un Floki 2, voilà, avec quelques petits éclairs d'ingéniosité. J'ai trouvé toute la partie de la guerre vraiment chouette. Franchement, j'ai vraiment adoré. Alors déjà, il y avait le niveau sonore. Pendant tout un tas de minutes pendant l'épisode, on entendait des percussions. Et les percussions, ça me faisait penser justement à l'épisode 10, quand on entend tous taper sur leur bouclier et tout, avec leur hache. Ça fait vraiment les percussions avant d'arriver au moment de se battre. Donc ça donne un côté tension qui monte en crescendo, ça donne un côté suspense, et on se dit, on a attendu beaucoup d'épisodes. Il y avait des épisodes qui étaient un petit peu plus mous, mais qui étaient quand même assez intéressants. Et voilà, c'était un peu plus tranquille. Et là, on a l'épisode où ça va péter. On le sent de minute en minute, ça va péter. Et notamment, on a ce passage avec Haemon, alors qui dans l'épisode 14, Lagertha dit ouais, tu penses pas que ton dieu il va te renier parce que notre amour et tout. Et puis il dit non, je suis prêt à aller en enfer pour toi, etc. Voilà, le mec il love. Et l'épisode d'après, non, en fait, je me suis réveillé d'un cauchemar. Finalement, je pense que je vais aller en enfer si on continue notre relation. Donc je pense qu'il faudrait mieux qu'on arrête là, s'il te plaît. Elle se dit, mais tu te fous de ma gueule en fait. Je sais pas, tu retournes ta veste toutes les 5 minutes ou c'est comment en fait? Je sais pas. Est-ce que tu m'as pris pour un plan Tinder en fait? En fait, tu m'as jamais aimé et tu préfères ton dieu plus que moi. C'est ça en fait. Peut-être que tu m'as jamais aimé. Donc les mots sont quand même assez durs, mais effectivement, Haemon a une vision infernale. C'est clairement l'enfer. Enfin, c'est assez horrible. D'ailleurs, ça m'a même mis mal à l'aise tellement. C'est extrêmement bien dépeint en fait. Enfin, par rapport à tout un tas de récits et tout, c'est quand même assez chaud. Et notamment le bébé qui est en train de pourrir avec les asticots et tout. C'est ouais, les gars, vous êtes loin quand même. C'était assez chaud, puis qui est couvert de sang et tout, en train d'hurler. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas trop envie d'aller là-bas. C'est sûr, je fais un cauchemar comme ça. Après, je me pose des questions. Forcément, je me remets un petit peu en question. Mais Lagertha va pas du tout apprécier. Alors que bon, je pense que si ça avait été quelque chose qui est interdit dans sa religion, elle l'aurait certainement pas fait. C'est pas trop son problème. Elle veut vivre sa passion, elle est amoureuse, etc. Et donc, forcément, elle est très déçue parce que le mec, il lui a dit qu'il serait prêt à aller en enfer pour elle. Et finalement, préfère renier son amour pour elle, pour son dieu, pour pouvoir aller au paradis. Donc, à ce moment-là, il choisit effectivement son dieu. Va donc arriver le moment de la guerre avec des plans qui vont être juste magnifiques. Alors déjà le plan aérien est juste fou. Vraiment, il est magnifique. Alors, les deux côtés, avec les chevaux et tout, le feu autour. Alors d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est ce moment qui est hyper intense. Justement, on a encore les percussions et tout ça. Et on a Harald qui arrive et qui dit... Alors déjà, on a Harald qui dit... Attendez, mais en fait, leur armée, elle est déjà là. Donc en fait, c'est un petit peu wild, là, c'est un peu le bordel. Et ils arrivent et ils disent, pourquoi la terre est brûlée? Pourquoi la terre est brûlée? Pourquoi la terre est brûlée? Et puis nous, on est forcément comme ça, fait, pourquoi la terre est brûlée? Pourquoi la terre est brûlée? Oui, effectivement, bonne question. Et dans le trailer, on a vu des flammes, etc. Donc après, oui, on comprend le délire. Mais c'est extrêmement ingénieux de la part d'Ube, justement, de faire en sorte qu'il soit piégé. Et du coup, ça donne tout un tas de scènes avec le feu derrière et tout ça. Et j'aime bien, notamment voilà, dans Game of Thrones, ma bataille donc, que je préfère le plus, il y a extrêmement beaucoup de flammes et tout, donc j'aime bien ce délire là, voilà, combattre avec les flammes en arrière-plan. On joue beaucoup aussi avec la fumée, il y a un plan qui est magnifique en slow motion avec le mec qui tombe avec son cheval comme ça au ralenti, avec la fumée, les plans avec les sabots pareil dans la fumée, etc. Les chorégraphies de combat sont pas ouf en soi, d'ailleurs c'est assez court, la bataille en elle-même est assez courte, mais c'est la façon dont c'est réalisé qui est super ingénieux, parce qu'on a des plans qui s'entremêlent, ceux d'Alfred avant, pendant et après la bataille, et notamment après la bataille il est couvert de sang, et on le voit à la limite les larmes aux yeux, et qui dit tout un tas de choses, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, plus son discours va évoluer, et plus on va comprendre ce qui s'est passé, même si à un moment donné, on a l'impression qu'ils ont perdu la bataille, ce qui dit quand même, les païens ont été plus forts que nous, donc on se dit oulala, attendez, ils ont perdu, mais enfin lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il a été capturé. Du coup, il y a une grosse confusion, parce qu'effectivement, pas trop savoir à l'avance qui a gagné ou non. Enfin, voilà, si on regarde les trailers, etc., on sait, mais techniquement, voilà, ça aurait pu être l'un ou l'autre, qui sait. Il y a tout un tas de suspense, de confusion, de timelines qui sont entremélangés, qui rendent ça super intéressant, et donc on comprend au final qu'Alfred parlait à un moment donné d'Aemon qui va donc tomber en combat, mais qui va tomber en combat en regardant Lagertha, c'est-à-dire que le mec qui est super guerrier et tout, va juste regarder 2 secondes la femme qu'il aime, dont il a des remords forcément d'avoir laissé de côté, et va donc se prendre une flèche, épée, etc., qui va donc se faire tuer d'ailleurs par la femme du Jarl Olafsson, qui elle-même est très énervée parce que son mari s'est fait tuer. Et autant j'aimais pas du tout le couple Haemon Lagertha, parce que je les trouvais chiants tous les deux, voilà, c'était niais, c'était
pas intéressant. En plus, comme je disais, Jonathan Rhys-Meyers jouait pas vraiment très bien, donc ça rendait... Voilà, Hammond, c'était pas le personnage que je kiffais le plus, on va pas se mentir. Donc forcément, la relation, pour moi, elle était superflue, totalement superflue, anecdotique et sans intérêt totalement, et rendait Lagertha aussi chiante d'ailleurs à cause de cette relation, puisque du coup, ses intrigues ne se résumaient qu'à son histoire avec Hammond. Et j'ai bien aimé justement, donc Hammond tombe au combat, et les dernières paroles qu'il va avoir, ça va être pour Lagertha, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il l'avait renié pour son dieu, pour pouvoir aller au paradis, et au final, au dernier moment, on se rend compte qu'Hammond a choisi Lagertha, et donc, et là c'est beaucoup plus glauque et c'est moins romantique, Hammond va aller en enfer. Techniquement, vu qu'il a choisi Lagertha juste avant de mourir, et donc il a renié son dieu pour Lagertha, et donc le pauvre il va en enfer. Hein. On a Lagertha qui est blessé à la jambe, qui le voit mourir au loin, mais franchement, à la fin, la façon dont il a crié Lagertha, ça fait vraiment très mal au cœur. Même si j'étais pas fan du couple, ce moment-là est vraiment chouette. Je pense que c'est le seul truc à garder en fait de toute l'histoire du couple, c'est vraiment ce moment-là qui est terrible, ça fait un peu les amoureux maudits. Concernant la mort d'Hammond, j'étais pas hyper choquée parce que je me doutais bien que Michael Hurst allait faire venir Jonathan Rhys-Meyers pour quelque chose de temporaire. Je voyais pas ramener un acteur aussi incroyable pour être vraiment personnage vraiment récurrent dans la série. Je me doutais que c'était vraiment pour un court passage, sachant qu'en plus Jonathan Rhys-Meyers a beaucoup de problèmes personnels, de problèmes d'addiction à l'alcool. En plus à ce moment-là, il me semble que c'est au moment du tournage, il me semble, en tout cas dans ces eaux-là, qu'il a perdu encore un enfant. Enfin voilà, donc c'était assez compliqué. Donc je me doutais en fait qu'il allait vraiment pas rester longtemps. D'ailleurs, moi je pensais qu'il est vraiment à la fin de la première partie de saison, il était déjà plus là. Pour moi, il est déjà resté beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, donc je suis pas super étonnée. Effectivement, je m'attendais plutôt à la mort de Lagertha, mais honnêtement, je pense quand même qu'elle va mourir d'ici la fin de la saison. Ce serait dommage, mais par rapport à tout un tas de choses, je pense que ça va arriver. En tout cas, Hammond, on s'en remettra. J'avoue que j'avais un petit passement au cœur parce que j'aime beaucoup Jonathan Rhys-Meyers, mais pour le personnage en lui-même, c'est vrai que la fin est tellement triste qu'on a un peu de peine pour lui, mais en termes de personnage pendant toute la saison... Est-ce qu'on s'en fiche un peu? Ouais. Lagertha qui perd encore quelqu'un. Elle a perdu Ragnar, elle a perdu Astrid, et là, maintenant, elle perd Hammond. Donc en peu de temps, ça fait quand même pas mal de personnages dont elle a été réellement amoureuse. Je pense que le moral, il est déjà... il a plongé très clairement très loin. Lagertha qui n'est donc plus présente à la fin de la bataille, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que Harald l'a enlevée? Est-ce qu'elle est partie d'elle-même? Est-ce qu'elle est peut-être même partie pour mourir? Tout un tas de questions. En tout cas, Björn part du principe que ce serait Harald qui l'aurait enlevée, donc forcément il devrait aller le voir, savoir ce qu'il en est. Pendant ce temps-là, on a aussi Alfred qui va se faire sauver la vie par Athelred, avec cette phrase qui est quand même assez ironique, en disant quand même longue vie au roi. Enfin voilà, c'est quand même assez ironique quand on sait que 5 minutes avant dans la série, il voulait le tuer. Alfred qui à ce moment-là, il lui voue une confiance aveugle. Harald va donc sonner la retraite parce que clairement c'est mal barré. Je pense que le plan Doubé était beaucoup trop ingénieux pour que Harald puisse faire quelque chose. C'est donc une victoire pour les Saxons, donc Alfred est très heureux mais quand même très peiné de la mort d'Aemon, parce que je pense qu'il s'est quand même beaucoup attaché à lui en peu de temps, parce que grâce à lui il a quand même pu démanteler une partie de tout ce petit groupe conspirationniste, donc il lui doit quand même une fière chandelle, et voilà, ça commence à être un petit peu son homme de confiance, donc il est très triste, et on voit que c'est quelqu'un de très sensible aussi. D'ailleurs il va pas manquer du tout de remercier ses amis, entre guillemets les Vikings, mais Björn n'a pas l'air très heureux, lui qui a pourtant épargné la vie de la femme du Jarl Olafsson. Alors, comme je disais tout à l'heure, je sais pas trop, est-ce que du coup Björn va aller vers elle, sachant que maintenant avec Elswith il se passe plus rien, mais en même temps on avait l'impression que la femme du Jarl elle allait aller avec peut-être Harald. En tout cas s'il se passe quelque chose entre Björn et cette femme là, ça va être un petit peu bizarre, sachant que c'est elle qui a quand même achevé Haemon, donc je pense que Lagertha risque pas trop aimer. J'ai vraiment adoré le discours d'Alfred avec la musique qui donnait vraiment des frissons et tout, c'était très très beau, et puis finalement on est content quand même que les Saxons gagnent. Et donc ça se termine avec la scène Judith qui donc apprend à Alfred la trahison de son frère. Alors là le regard d'Alfred, mais j'étais morte de rire, je me suis dit mais ça c'est clairement un regard que je peux en faire un mème en fait. C'est obligé d'ailleurs, je pense que c'est obligé, je vais en faire un mème. Son regard il est hyper comique, il est comme ça. On est en train de s'énerver, en même temps il est choqué comme pas possible, et puis on a son frère à côté, ça va, enfin en mode coucou, oh là là, lui, sa tête elle va partir. Donc bon, même si Athelred a finalement décidé de pas le tuer, il lui a sauvé la vie pendant le combat alors qu'il aurait très bien pu le laisser mourir. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que Alfred va vraiment devenir rouge de colère et va devenir vraiment obscur et donc va faire tuer son frère? En plus justement il dit c'est bien comme ça on va pouvoir prendre les traîtres, sauf qu'il y a ton frère dedans donc ça va être dur. Est-ce qu'il va y avoir au départ une phase de pardon puis quand même de la méfiance, ou est-ce que ça va être tout le temps de la méfiance et au final ça va partir totalement live et peut-être potentiellement il peut devenir un peu méchant
méchant avec son frère et son frère finalement déciderait de vraiment passer à l'acte. Il peut se passer tout un tas de choses qui peuvent être finalement intéressantes contrairement à ce que je pensais, parce que Alfred est tellement intéressant que du coup je pense qu'il peut être assez imprévisible par rapport à ça et ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes, est-ce que ça vous a plu, ce que vous attendez pour les prochains épisodes et vos théories, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos en 2019 et je vous souhaite une très bonne année. Salut!